bienvenue à Florence et Chloé. Et merci à Gaëlle d'avoir proposé d'organiser cette rencontre et de nous faire venir en même temps sur ce sujet fort important et très intéressant. Écoutez, moi je vous souhaite juste une belle rencontre. Je vous laisse entre les mains de Gaëlle qui va animer du coup cet après-midi. Voilà, si tu as besoin de questions, si tu as besoin, tu m'appelles. Merci beaucoup à la librairie Mais avec plaisir, de nous accueillir aussi. Puis j'ai pris de prendre le temps de lire vos deux romans, que j'avoue que je n'avais pas lu. Mais du coup, grâce à Gaëlle, c'est chose faite. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces deux romans, sur ces deux sujets et sur la façon dont c'était écrit aussi. Très, très fort, très joli. Voilà, du coup, avec plaisir pour l'événement. Donc, merci beaucoup, puis bonne rencontre. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus. Il y en a un, oui, exactement. Donc je m'appelle Gaëlle Lévesque, j'ai été prof de français jusqu'au 6 juillet, je suis maintenant coach littéraire, j'accompagne toute personne qui souhaite écrire un roman, avec tous les enjeux que cela comporte. Et j'ai proposé à Chloé et à Florence de venir, mais elles vont nous expliquer elles-mêmes qui elles sont et pourquoi. Je vous propose, oui, peut-être Florence de te présenter. Alors, je suis Florence Medina, j'ai aussi deux métiers, enfin non, toi t'en as plus qu'un, non, mais moi j'en ai encore deux, je suis interprète français langue des signes et je suis autrice et j'écris essentiellement pour la jeunesse, un peu pour les plus jeunes, mais surtout pour les ados et les grands ados. Moi, c'est Chloé Lume, j'ai aussi deux métiers, je suis professeure documentaliste d'un côté, et puis du coup, c'est mon deuxième roman seulement là, qui est publié chez Sarbacane. C'est déjà ton deuxième roman. Voilà, déjà. Voilà, c'est mon deuxième roman, c'est pour dire qu'on n'en est pas tout à fait au même stade peut-être. Avant d'expliquer pourquoi on fait une rencontre croisée, je vous propose de lire chacune un extrait que vous avez choisi, si vous le souhaitez. Si Tu veux que je commence ? Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Alors, je vais Comme ça, vous allez essayer de deviner, mais vous savez peut-être si vous avez pourquoi elles sont là toutes les deux. Alors, ça se passe la nuit et c'est après un certain premier rendez-vous. La conseillère a dit, dans d'autres centres, la personne majeure, ça peut être la conseillère. Ici, je n'ai pas le droit, je suis désolée. La conseillère a enchaîné, suggéré, ça peut être un prof, la mère d'une amie, un cousin, l'infirmière du lycée. À cette évocation, à l'évocation de Madame Brunet, l'infirmière du lycée, tellement old school surannée, dépassée, au point qu'elle en est, au XXIe siècle encore, à soigner tout et n'importe quoi, et le reste, à l'eau sucrée. À l'évocation de Madame Brunet, à la pensée du verre d'eau sucrée pour soigner une grossesse non désirée, même si l'heure est tragique, Mona laisse fuser un rire minuscule et susurre l'infirmière du lycée. Non mais tu la verrais. Voilà, c'est là, c'est à cet instant, tandis qu'elle est au fond du trou, recroquevillée sur sa terreur, que surgit le « tu », qu'elle s'adresse à la chose planquée, recroquevillée en embuscade, sous son pige, sous sa peau, 8 cm sous son nombril et, même s'il n'est pas une personne, même s'il ne peut pas l'entendre, même s'il ne comprendra jamais rien à rien, tant pis, elle continue sur sa lancée, comme si à cette heure, dans le noir, au creux de sa peur, il était un allié, un complice. Tu sais ce qui serait bien, vraiment, c'est que tu t'en ailles. Je te jure, ce serait mieux pour tout le monde, pour moi, pour toi, vraiment. T'es rien encore, t'as rien à perdre, statistiquement. Bon, sans doute que tu ne connais pas les statistiques, c'est pas grave, mais statistiquement, tu as une chance sur 4 de te décrocher spontanément. Tu pourrais déjà t'être décroché depuis longtemps, sans que j'ai jamais su que tu existais, que tu avais failli exister. J'aurais pris ça, je t'aurais pris pour mes règles. Il n'est pas trop tard pour bien faire, tu sais. Tu pourrais partir, je sais pas moi, cette nuit. Demain, ce week-end, la dame a dit, le temps de faire la prise de sang, l'échographie, de passer le délai de réflexion, dans 10 jours c'est fini. 10 jours maintenant, pour toi, ça change quoi? Pour moi, ça change tout. S'il te plaît, sois sympa, va-t'en. S'il te plaît. Mona en est rendue à demander poliment, pour un peu elle guillerait, une ultime limonade à la pastèque, demain, contre une fausse couche spontanée, après-demain.
Allez. Moi, c'est le tout début. 2 traits. Au comptoir de la pharmacie, j'ai aligné une pièce avec soin. Je ne sais pas trop pourquoi, je voulais faire la pointe, que surtout on ne me rende rien, et qu'on ne remarque pas le tremblement de mes doigts. J'ai regardé la pharmacienne dans les yeux, comme si c'était normal d'être là, à 17 ans, avec cette boîte rose dans les mains. J'ai dit merci, j'ai dit au revoir. J'ai laissé mes 4 pièces d'1 euro et mes 65 centimes, et je suis partie. Je redoutais, je crois, qu'on me retienne, qu'on m'interroge, mais non. La porte a tinté derrière moi. J'ai retrouvé le froid de la rue, la cohue des passants, dans le boum-boum assourdissant de mon cœur. Calme, calme, c'est pas fini. Le pire m'attendait. Le pire, c'était ça, l'équilibre au-dessus des toilettes avec mes jambes toutes molles qui ne m'obéissaient plus. Mais j'ai fait pipi sur le bâtonnet, puis, carrelage froid sous mes fesses nues. J'ai attendu. Les yeux rivés au chronomètre sur l'écran de mon téléphone portable, hypnotisé par la succession des chiffres. 1, 2, 3... Ne pas regarder le test, ne même pas y penser. Avant 2 minutes, ça ne compte pas. Pour 2 minutes encore, ça n'existe pas. Une 25, une 26, une 27. J'ai toujours aimé les chiffres, les probabilités. Quelle probabilité que ça m'arrive à moi, que je me retrouve comme ça, assise par terre dans les toilettes. Comme une idiote, bon sang, comme une idiote. 2. J'ai regardé. J'ai regardé, mais je savais déjà. 2 traits, putain. 2 traits comme l'envie de faire pause. Merci à toutes les 2. Florence, est-ce que tu veux bien expliquer la genèse de cette rencontre? Déjà, il y a un truc qui est rigolo entre nous des extraits. Moi, j'ai les statistiques, elle a les probabilités. Et toute notre histoire est comme ça. Moi, j'ai écrit ce roman sans le prémédite. Enfin, je ne sais pas si on prémédite, mais ça m'est tombé dessus en février 2023 dans un train. Voilà, j'avais un cahier neuf, un stylo. Je n'avais pas choisi de parler d'avortement, je n'avais jamais pensé écrire en vers libre et c'est sorti comme ça. Et les choses sont allées vite et le roman est sorti le 11 janvier. Et une amie commune à nous deux pose sur Instagram une photo de nos 2 romans côte à côte. Je me dis, ah, c'est quoi ce truc? Chloé Lune. Un deuxième roman sur l'avortement en vers libre, comme si c'était un truc, on tape dans un arbre, il en tombe 15, non, et 26. Ce jour-là, il en tombait 2, donc 3 semaines après, le roman de Chloé est sorti. Mais moi, dans les 5 minutes, alors j'avoue, sur le coup, je me suis dit, mais merde, c'est qui cette fille et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et donc, j'ai pris 5 minutes pour vraiment bien avoir les boules, et puis je lui ai écrit en lui disant, écoute, il nous arrive un truc de dingue, est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose, plutôt une force? Moi, je suis mauvaise en conflit, en compétition, j'adore avoir de nouvelles copines, donc j'ai écrit à Chloé qui a l'air un peu d'être dans la même optique, et elle me dit, bah ouais, faisons quelque chose. Voilà, nous on est là. Et donc, vous avez écrit la même chose, quoi. Le même thème, en vers libre. Non, on n'a pas écrit la même chose du tout. Je te laisse. Oui, alors de mon côté de l'histoire, du coup, moi je l'ai commencé à l'été 2021, mais j'ai été lente. Donc finalement, ils sont sortis à 3 semaines d'écart. Et j'avais quand même entendu parler du roman de Florence un petit peu avant sa sortie, quand son éditeur a commencé à communiquer dessus. Je me suis dit, ah non. Vraiment, c'était la réaction, mais ah non, mais c'est, voilà. Même jusque dans les couvertures qui reprennent un petit peu les mêmes couleurs. Donc le vers libre, alors ça c'était quand même aussi une sacrée coïncidence d'écrire toutes les 2 en vers libre. Mais voilà, moi je n'ai pas osé prendre contact parce que peut-être, je n'ai pas osé, je suis juste restée avec ah vas-y, pas de chance. Et après je me suis dit bon, l'avantage c'est qu'ils sortent à 3 semaines d'écart, personne ne pourra dire qu'il y en a une qui a copié sur l'autre, hein, à 3 semaines, vraiment avec tout le travail éditorial qu'il y a avant, c'est juste un coup de hasard. Et après donc on s'est lu l'une l'autre, une fois on a mis nos éditeurs dans l'histoire, et puis on s'est lu l'une l'autre, donc on a pu voir qu'il y avait des choses qui se répondaient, et puis quand même aussi des thèmes ou des partis pris qui étaient un petit peu différents. Donc voilà, c'est quand même 2 romans distincts qui valent tous les 2 le coup. Ils sont très différents.
différent, je trouve. Mais il y a de temps en temps, il y a des choses qu'on aborde et qui se croisent. Le plus gros hasard, c'est que les meilleurs amis de chacune de nos héroïnes portent des Doc Martens. C'est pas possible, quoi. Jusque-là, on est allé. Exactement. Et ce qui m'a frappée, c'est le planning familial. Elles ont toutes les deux une rencontre au planning familial. Et on voit là que, effectivement, autrice, c'est un vrai métier. Il y a aussi des recherches dans le métier d'autrice. Vous avez fait ces recherches et on retrouve dans la discussion avec la personne qui reçoit ces deux jeunes filles des points communs, des phrases communes. Parce que je pense qu'on a fait la même démarche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré quelqu'un, une bénévole du planning familial, qui m'a expliqué comment ça se passait. J'imagine que... Alors moi, il se trouve que j'ai une grande fille, donc j'avais déjà pratiqué le planning familial à côté de chez moi, voilà, qu'éventuellement elle ait un suivi gynéco pour tout ça. Et je les avais trouvées sympathiques, ces dames. Et le truc est vraiment en bas de chez moi, enfin, à 300 mètres, même pas. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai dit bonjour, j'aurais besoin d'un rendez-vous, mais c'est surtout pas urgent, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un qui aurait un vrai besoin, je suis autrice, je vais écrire quelque chose et je ne voudrais pas dire de bêtises. On m'a dit, bah, la conseillère, elle a une place dans une demi-heure, un peu comme dans le texte, je suis ok. Ben voilà. Et donc j'ai rencontré une fille assez étonnante, assez formidable aussi. Et je lui ai posé, bonjour. Je lui ai posé des questions, on a eu une vraie discussion. Bonjour. Les chaises en direct. Il y a une toute J'ai une chaise là. Venez, madame. Ça me fait plaisir, vraiment. Et donc, on a discuté et oui, je pense qu'elle m'a, outre sur des choses techniques, elle m'a ouvert les yeux sur d'autres choses, sur l'après, sur tas de choses auxquelles je pensais pas. Et c'est intéressant de voir aussi qu'à la fin de chaque roman, peut-être c'est vous, peut-être c'est vos éditeurs ont pris le parti aussi de mettre des ressources, des liens. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir, c'est documenté, c'est la possibilité d'une suite. Si quelqu'un lit cette histoire et a besoin d'y aller, quoi. Alors effectivement, il y a des différences aussi, et je voudrais mettre en valeur chacun de vos romans. Est-ce que vous pourriez nous parler chacune, l'une de Mona et l'autre d'Adèle? Alors, moi, elles ont des âges proches, je crois. Moi, elle a 17 ans, elle est en terminale, Adèle. Et voilà, initialement, elle a une vie assez ordinaire de lycéenne, qui a un petit ami depuis un moment. Voilà, c'est un très joli couple que j'ai voulu mettre en scène avec son copain qui s'appelle Milo et sauf que petit à petit on découvre qu'il y a autre chose dans sa vie aussi parce qu'il y a une double thématique dans mon roman. Il y a aussi une histoire familiale qui est assez lourde à porter et voilà, c'est ce qui explique aussi qu'Adèle soit aussi tiraillée et aussi hésitante sur les choix à faire pour elle-même en fait. Elle a du mal à faire des choix pour elle-même, sachant qu'elle a ce poids de l'histoire familiale à porter en même temps. Et donc dans le roman, c'est aussi l'idée de se délester de ce poids enfin pour vivre pour elle-même. Moi, Mona, alors j'ai eu un autre gag, c'est qu'au départ, mes personnages s'appelaient Lily et Léo. Et l'éditeur qui l'accepte me dit, alors on a juste un problème, on a une série jeunesse pour les 6-8 ans qui s'appelle Lily et Léo. Et je comprends, c'est-à-dire qu'après Lily et Léo et le monstre d'Halloween, Lily et Léo ont pété la capote, ça marche pas. Ok, ça va être traumatisant, d'accord. Donc j'ai cherché d'autres prénoms. Mona, elle a 16 ans, bientôt 17, comme elle le dit, elle est aussi en terminale. Elle a un amoureux qui est un amoureux récurrent de colonie de vacances, qu'elle a connu en colonie de vacances, et c'est la 3e année. Et c'est aussi une très belle histoire d'amour, même si pendant l'année ils ne se voient plus, et puis il y a une espèce de pudeur qui font que malgré les réseaux sociaux, malgré le portable dans la poche, ils se parlent très peu dans l'année. Mais ils se retrouvent chaque année, et chaque année ça va un peu plus loin, et enfin ils ont fait l'amour pour la première fois ensemble cet été en camp d'ado, et c'est une histoire plutôt romantique aussi, c'est pas un truc... J'avais pas envie de rajouter quelque chose de sombre et de noir au rapport qui amenait à cette grossesse. C'était suffisant. Et l'une
fait un choix rapidement, l'autre met plus de temps à faire son choix. Et il est vraiment question de rythme aussi dans votre récit à plusieurs niveaux. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Chloé, par exemple, tu dis que non seulement dans l'écriture, tu as mis longtemps à écrire, c'est ton héroïne qui met plus de temps à faire le choix. Et toi, ça a été assez rapide, et Mona décide rapidement aussi. Comment vous le faites passer dans l'écriture? Est-ce que vous percevez un peu ça? Alors, moi je crois que je me suis jamais... Alors, c'est rigolo parce que peut-être qu'on se pose les mêmes questions que nos personnages. Moi, je ne me suis jamais posé la question. En tant qu'autrice, je savais que Mona avorterait, et je pense que Mona le sait tout de suite, ce qui n'empêche pas un processus de réflexion et de choses pas jouées. Elle n'a pas envie, enfin, elle n'a pas envie d'avorter, mais juste elle se dit qu'elle n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que... Ouais, mais je pense que voilà, elle est au diapason avec moi. Moi, j'ai su de suite qu'elle avortait, donc elle le sait aussi peut-être de suite. Des fois, il y a des choses de nous qui déteignent là-dessus. Après, le parcours de Mona, c'est plus de trouver des alliés. C'est d'oser y aller, c'est de trouver les alliés, c'est cette obligation d'avoir un adulte avec soi, enfin un adulte, une personne majeure avec soi quand on signe le papier si on est mineur, même si on n'est pas obligé de faire part de tout ça à ses parents. Et c'est ce processus-là qui est à l'œuvre chez elle, c'est trouver les alliés. Et qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ce garçon qui a 600 bornes? Est-ce que ça vaut le coup que je dise à un garçon qui a 600 bornes, que je reverrai peut-être l'année prochaine, peut-être pas, qui est peut-être gentil pendant 15 jours en plan d'ado et qui est peut-être moins gentil le reste du temps, qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce que je l'informe ou pas? C'est plus, je pense que le processus il est plus là, chez Mona. Moi, je pense que je savais aussi d'emblée vers où l'histoire allait aller quand même pour Adèle, mais voilà, elle avait besoin de prendre ce détour en fait, d'enfin prendre le temps d'affronter cette situation familiale, de dénouer ce qu'il y avait à dénouer, et donc forcément, moi en tant qu'autrice, il fallait aussi que je prenne le temps de présenter l'histoire et puis de permettre à mes personnages de la dénouer petit à petit, parfois douloureusement, mais de manière salutaire finalement, puisque voilà, c'est faire revenir de la lumière dans cette famille, justement. Ouais. Moi, ce que j'ai senti dans votre style d'écriture, c'est une interprétation de prof de français. Attention. Effectivement, c'est dans ce que tu dis, Florence, Mona, elle va droit devant, elle cherche, elle est proactive, voilà. Et dans ton style d'écriture, c'est assez incisif, ça avance, enfin, j'en parlerai, je poserai des questions un petit peu après. Et puis Chloé, effectivement, elle prend des détours, c'est-à-dire qu'on passe par des listes, on passe par des retours en arrière, on voit les conversations SMS aussi, donc ça ralentit, ça ralentit aussi le rythme du récit, donc on est vraiment... je trouvais vraiment raccord avec le parcours de vos personnages. Et dans le style d'écriture, en fait, vous avez choisi l'une de dire je, toi elle dit je, et toi de dire Mona, cependant on est dans sa tête tout le temps, quasiment. Il y a juste un passage. Et j'ai l'impression que se pose la question de comment trouver les mots face à cette nouvelle réalité. Et ça se voit dans vos livres. Alors j'ai eu un truc très spécial avec ce livre. Comme je disais, j'étais entre deux retravails de texte. Et j'étais dans un train et ça m'a pris, le début du texte a commencé à tourner. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé de façon aussi géniale et magique. Et j'ai commencé à écrire, je ne savais même pas sur quoi j'étais en train d'écrire. Franchement, je ne suis pas une grande mystique, mais là, il s'est passé quelque chose, quoi. Et j'ai commencé, et puis j'avais je ne sais pas combien de textes, j'ai donné à mon compagnon qui est aussi auteur, je lui ai dit alors s'il te plaît, lis ça, et si c'est pas bon, j'ai employé un mot un peu moins. Si c'est pas bon, tu me le dis tout de suite, j'ai autre chose à faire, on jette. Et il m'a dit non, c'est vachement bien, continue. À un autre stade, où pareil, au tiers peut-être, je l'ai fait lire à lui, et à un de mes meilleurs amis, à sa femme qui ne pratique pas le vers libre, et qui m'ont dit waouh, ça fait peur, et en fait ça tombe tout seul. Et c'est vrai que moi il y a eu un truc,
c'est étonnant que ça soit sur l'avortement et que j'ai une telle impression d'en avoir accouché, mais alors sans douleur. C'est terrible, le thème est terrible et j'ai rarement eu autant de bonheur à écrire, quoi. C'était un fleuve, c'était très agréable, vraiment. Voilà. Moi de mon côté, en tout cas, c'est vraiment le jeu allié au vers libre m'a beaucoup plu en fait dans l'écriture, et justement pour se plonger dans l'intériorité du personnage, j'ai trouvé que ça permettait par petites touches de bien faire comprendre son ressenti, ses émotions et voilà, et sa réflexion, où elle en est quoi dans sa réflexion. Et dans Mona cherche ses mots, c'est-à-dire qu'il y a souvent deux verbes à la suite. Je ne sais plus si j'en ai un exemple, mais c'est assez fréquent. Comment? Moi je dirais dans le détail, c'est pointu. Oui, ça m'a fait me dire, quand une réalité comme ça nous tombe dessus, on voit les choses autrement, et du coup comment la saisir avec les mots, et je me suis dit c'est une belle idée de... Ça questionne les mots aussi, en fait. Vos textes questionnent tout le temps les mots, les expressions, la pause, les deux traits sur le... Elle a envie de faire pause en fait, mais non, là c'est... Ça dit autre chose. J'ai plus en tête, mais j'ai noté page 120, 121, Florence. Oui, voilà, la tante aimée au repas, qui a un sixième sens et qui trouve sa nièce une petite mine. Tu ne couvrais pas quelque chose? Quelle idée aussi cette expression, couvrir quelque chose, pour dire qu'on attend les effets d'une maladie, d'un virus virulent, pas encore tout à fait franc, pas encore flagrant. Ce soir, ça tombe si bien, si mal, ça fait si mal, oui, elle couvre. Et il y a plein de choses comme ça, très poétiques. Je dois dire, j'ai eu une chance, vraiment, je suis tombée sur une jeune éditrice qui malheureusement n'est plus dans cette maison. Pareil, là aussi ça a été la magie, j'ai eu l'impression qu'on travaillait main dans la main, elle a 30 ans de moins que moi. Elle a été là en même temps pour me pointer les choses auxquelles il fallait que je sois vigilante, en même temps elle m'a laissé une grande liberté, et en même temps on a travaillé quand même les épreuves avec un double décimètre, parce qu'autant il y a des moments où des verbes que je mets à la queue leu sans virgule exprès, ça veut dire que là effectivement elle ne choisit pas, des moments où je fais comme une liste comme ça, parce qu'ils sont interchangeables, et puis des moments où je fais un petit escalier parce qu'ils se succèdent. C'est un grand honneur le verbe de pouvoir expérimenter des choses et de pouvoir faire coller autant le fond à la forme. Et on le ressent en vous lisant. C'est-à-dire quand un mot tombe, il tombe bien ou mal, mais voilà. Et Chloé aussi, l'espace a une très forte importance. On utilise la forme pour introduire des pauses, finalement des pauses et un retour à la ligne qui rend tout plus significatif. Et puis, je te montre ce que je veux. J'ai fait aussi quelques... Oui, moi il y en a un. C'était difficile, des calligrammes. Il y a un calligramme dont je suis particulièrement jalouse quand même. Celui où il y a on voit l'intérieur, il y a pas un... Ah oui, il y a un ventre, je crois. C'est magnifique. Alors il y a un ventre, mais il y a le cercle. Oui, voilà. J'ai pas mis des post-it partout. Bon, sachez que j'ai tout fait ça à la règle sur mon traitement de texte, c'était pas forcément évident pour décaler. Ouais, ça j'aime beaucoup. Comme si là, au creux de mon ventre, il n'y avait rien. Un rien, c'est déjà beaucoup. Alors pourquoi écrire sur ce thème? Si tu veux, ça lui est tombé dessus. Ça lui est tombé dessus. Comment on tombe c'est compliqué parce que c'est en relation aussi avec l'autre thème du livre. Je sais pas à quel point j'en dis ou j'en dis pas de ce thème-là. C'est toi qui vois, c'est toi l'actrice. Oui, en fait, j'avais envie de questionner le rapport à la vie et à la mort autour de l'avortement, le rapport au deuil. Voilà, du coup, c'était vraiment l'intrication des deux thèmes, c'était vraiment ça dès le début. En fait, j'avais vraiment ces deux thèmes-là dès le début.
Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais un petit peu envie d'écrire en vers libre, parce que j'avais lu des romans qui m'avaient beaucoup plu sous cette forme-là, mais j'avais pas la bonne histoire. Et quand j'ai commencé à avoir cette idée-là, je me suis dit, mais voilà, là c'est la bonne histoire pour cette forme-là. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans un cahier aussi d'ailleurs, initialement. Il n'y avait pas encore autant de variétés de formes, ça c'est plus dans mes échanges avec mon éditrice que c'est apparu. Parce que, en fait, dans l'histoire de ce roman, finalement il a été lu assez vite par cette éditrice Julia, donc aux éditions Sarbacane. Et donc elle a lu vraiment presque un premier jet. Et après, au fur et à mesure, j'ai étoffé, j'ai rajouté des choses. Et elle m'avait encouragée à jouer avec la forme. Alors du coup, j'en ai rajouté un peu. Et puis le 17 janvier 2025, on va célébrer les 50 ans de la promulgation de la loi Veil à ce sujet. D'où aussi l'intérêt de parler de ces livres aujourd'hui, d'en faire parler. Et justement, pourquoi en vers libre? Alors moi, non mais c'est vraiment, je sais pas pourquoi l'avortement, je pense que si je me mets sur le divan d'un psychanalyste, on va trouver, enfin, et ça y est, j'ai réfléchi, je sais d'où ça vient, mais ça vient d'avant. Mais, et le vers libre, il s'est imposé, alors, et c'est marrant, je racontais à Chloé, le fameux meilleur pote à qui j'ai fait lire ça, à un moment je l'ai au téléphone, je suis alors écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me lises, parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et je sais pas pourquoi j'écris en vers libre. Et là, dans ma bibliothèque en face de moi, il y avait À la ligne de Joseph Contus. Si vous ne l'avez pas lu, À la ligne de Joseph Contus, je vous le recommande chaleureusement, c'est un livre merveilleux. Et oui, je me suis rendu compte que j'avais lu une fois ou deux précédemment du vers libre, que j'avais bien aimé, voire adoré dans ce cas-là. Mais je m'étais dit que je le ferais. Enfin, je pense que si j'avais dû me forcer à me dire je vais faire du vers libre et je vais le faire comme ci, comme ça aurait été compliqué. Mais là, c'est venu naturellement. Je sens pas bien. Moi, comme je disais, voilà, c'était aussi dès le début cette envie d'écrire de cette façon-là, pour ce thème-là. Et encore une fois, je trouve cette plongée dans l'intériorité que ça permet encore plus facilement, à mon sens en tout cas, que la prose classique. Qui a écrit Adolescent, Adolescente? Qui parmi vous a écrit? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je trouve que ça correspond bien à ce type d'écriture, effectivement, de l'émotion. En tout cas, si je parle avec quand j'étais ado, et que les émotions débordaient, c'est le vers libre qui venait. Donc ça correspond bien à cet âge. Et puis le vers libre, ça laisse aussi apparaître des blancs. C'est la respiration. Moi, c'est ce que j'aime. Chez les auteurs que j'aime, je me rends compte que j'aime la respiration. Par exemple, j'aime beaucoup Jean Echenoz. Et on me dit, ouais, pourquoi? Il y a des gens qui trouvent ça nul, Jean Echenoz. Mince. Moi, ce que j'aime chez Echenoz, c'est la respiration. Je trouve qu'il y a une respiration, un rythme qui me... Et je trouve que le vers libre et cette respiration donnent aussi à des moments une espèce de recul qui laisse pénétrer un peu d'humour dans des choses qui ne sont pas évidentes. Ça donne de l'air aussi, je crois. Au milieu de ton livre, Je sais. tu sais, Je crois. C'est une des grosses différences de nos deux ouvrages. il y a un blanc. Enfin, des points de suspension entre crochets. Et toi? Non. Oui, moi j'étais partie du principe que je racontais tout. Voilà, que je voulais. Voilà, on parle de sang, on parle de règles, on parle de tout jusqu'au bout. Et je sais pas, parce que j'ai eu l'impression que pour les jeunes filles, peut-être qui pouvaient me lire, il y avait justement ce côté, on n'en parle pas, on ne dit pas ce qui se passe, on ne dit pas ce qui arrive, et que ça pouvait être encore plus effrayant. Donc voilà, j'ai pris parti de décrire. Et puis, bon, en fait, tout ça se spoil un petit peu, mais bon, voilà, de toute façon. J'avais une image que je tenais à mettre dans mon roman, c'était la jeune fille, en fait, lobée contre sa maman, et sa maman qui lui tire le ventre, en fait. Voilà, pendant ce moment-là, et voilà, je tenais à voir ça. Et du coup, ça faisait partie de l'ensemble que je voulais écrire. Donc. C'est
médicamenteux. Oui. Ouais. Alors moi, j'ai fait un refus d'obstacle. Parce qu'effectivement, je me suis racontée. Alors après, il se passe des choses étonnantes avec ce genre de texte, c'est que moi, j'en parlais à toutes mes copines, et même pas que des vraies copines, enfin des gens que je croisais, beaucoup à des femmes, et qui à chaque fois me disaient, tu veux que je te raconte le mien? Eh ben ok. Allons-y. Donc on fait l'éponge, on s'approprie des choses, et enfin moi j'ai appris beaucoup de... Enfin ça m'a beaucoup nourri, tous ces récits, dont des récits qui ne leur appartenaient pas forcément. Il y a une prof de français avec qui je travaille, une prof documentaliste avec laquelle je travaille assez régulièrement, qui m'a raconté le cas d'un garçon dans une classe qu'elle a et qui a vécu ça et qui le vit très mal après coup parce qu'il a laissé tomber la fille face à ça tout seul. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et moi, c'est la conseillère Marie-Aimée Benoît, quand elle m'a raconté que les jeunes filles, des fois, qui faisaient un avortement médicamenteux, une fois toute seule chez elles dans la cuvette ou sur la serviette, même si c'est comme ça, voient un bébé, je me suis dit, moi, je ne peux pas lui faire ça à la mienne. J'ai pas eu le courage de mettre Mona dans cette situation. Je ne me voyais pas raconter un avortement chirurgical, parce qu'effectivement, pour le coup, j'aurais eu du mal à le décrire. Et puis, donc j'ai fait des crochets avec 3 petits points, et ça nous est venu au moment des épreuves. On ne savait pas comment se débrouiller de ça, je ne voulais pas qu'on tourne juste la page et que ça se voit pas. Je voulais que ça soit marqué, que je ne le raconte pas. Ouais, alors après, je parle de l'après, je parle de plein de choses, mais moi, j'ai pas eu le courage d'aller dans la salle avec elle. En fait, il y a le silence qui peut faire mal, et puis il y a le silence qui est un voile de pudeur aussi. Et effectivement, vous abordez un sujet qui est difficile, mais vous ne l'avez pas fait de façon bisounours, ni l'une ni l'autre, ni de façon trop brutale. Vous y avez mis de la douceur et de la délicatesse. Alors à quel niveau vous la voyez-vous? Je pense que dans les deux cas, c'est aussi les relations aux autres. Les relations aux autres autour de nos personnages, en fait, elles ont un réseau quand même qui soit se renforce, soit se crée. Enfin, voilà, que ce soit la meilleure copine ou le reste du cercle familial. Ouais, je suis d'accord. C'est marrant que tu parlais de la maman et de la fille levée dans les bras de la maman. Moi, dans l'extrait que je risque de dire plus tard, il y a effectivement quelque chose, mais c'est pas avec la maman, c'est avec la grand-mère. Et c'est plutôt avant qu'après. Mais oui, j'avais envie qu'elle soit très dans le cocon et très... Et alors évidemment, il faut une brebis galeuse. Et moi, c'est la technicienne à l'échographie qui n'est pas sympathique du tout. Mais les autres, oui, c'est plutôt... J'avais en même temps pas envie de faire un vadémécum pour les jeunes gens et les jeunes filles en disant voilà, vous avez besoin d'avorter, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a un dossier à la fin pour raconter ce qu'on ne met pas dans le texte, pour ne pas faire un texte didactique. En même temps, je sais qu'un des éditeurs qui me l'a refusé a dit ah oui, ça explique pas assez. Je dis mais c'est pas un. Non, ou alors non, ça explique trop. Je dis mais moi je fais pas un bouquin comme ça et je ne pas les gamins et les gamines en disant vas-y, je t'ai parlé d'avortement et maintenant vas-y débrouille-toi. Non, quand même être. Moi je trouve que c'est des livres qui sont là aussi pour pareil, pour cocooner et pour accompagner celles et ceux qui peuvent en avoir besoin, enfin j'espère. Ou celles et ceux qui sont passés par là et puis c'est pas facile. Et, moi, de mon côté, les deux thèmes étant quand même assez lourds, il y a besoin de beaucoup d'amour pour alléger, rapporter, comme je disais, de la lumière et tout. Donc voilà, il fallait beaucoup d'amour. Et justement, moi, ce qui m'a émue dans vos deux livres, parce que je les ai lus 2 fois, j'ai pleuré. Je suis peut-être un peu sensible. Tu l'as fait comme 4 fois. Ouais. C'est la lumière. C'est pas la noirceur qui fait pleurer, c'est plutôt la lumière. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça vous a fait à vous en tant que femme de l'écrire? Tu nous as dit, Florence, tout à l'heure, que de l'écrire, ça a été beaucoup de bonheur, et puis tu faisais ce geste, effectivement. Je sais je sais pas. Je suis émue. Moi, de l'émotion aussi, l'émotion de l'écrire, oui, il y a des scènes qui ont été quand même source d'émotion, je pense, à un écrivain, et puis généralement quand j'en parle aux gens, c'est en lisant aussi. Voilà, mais
avec toujours, oui, comme ligne directrice, justement, d'essayer de ne pas plomber le moral quand même si c'est douloureux, et de mettre... Enfin, c'est vraiment autour de ces questions de vie et de mort, mais de rappeler, voilà, la mort est partie intégrante de la vie, et que ça n'empêche pas l'amour, que voilà, le deuil c'est aussi beaucoup d'amour. Est-ce que vous êtes prête pour nous lire un deuxième extrait? Donc, on a parlé d'émotion. On a pleuré. C'est sûr, c'est possible. Je prends bon, c'est assez court, on n'aura pas beaucoup de temps. Je vais ramasser. Alors, c'est un poème un peu plus loin qui s'appelle donc Le corps des femmes. Marchant dans la rue, je me dis que je n'avais jamais trop songé encore à ce que cache le corps des femmes. Ce corps qu'on habille pour le mettre en beauté ou pour le camoufler. Ce corps qui nous rend désirables ou qu'on voudrait raboter. Ce corps qui est notre vaisseau de chair et qu'on habite avec plus ou moins de joie. Le regard des autres s'arrête à la frontière, à notre barrière de peau. Et ce qui se passe en dessous n'appartient qu'à nous. Les règles, évidemment, ce sang qui s'écoule sans que personne ne le sache. Malheur si quelqu'un le voit. La douleur, les caillots, le muscle qui se contracte en silence, en secret. Mais ça aussi, c'est le premier temps, quand ce n'est pas encore un bébé, quand personne n'ose en parler, quand le ventre n'a pas enflé. Maintenant, lorsque je regarde une foule, je scrute les femmes, et je me demande si, comme moi, elles recèlent un secret. Je me demande combien d'entre elles abritent une étincelle dans le repli de chair. Et peut-être aussi certaines portent déjà une petite ombre, quelques cellules éteintes, dans l'ignorance, le soulagement ou le chagrin. On ne sait rien de tout ça. On ne sait rien de ce que porte ou non le corps des femmes. Et on ne sait rien de leur cœur sûrement, et de la place qui occupe, étincelles et petites ombres. Eh bien, merci. Donc on est à la veille. Mona est allée dormir chez sa mamie. Elles partiront ensemble à la clinique. Elle est attendue à 7h30 pour la première médication. Elle flippe. Pire, elle tremble comme une feuille morte. À minuit passé, au milieu du grand lit de la chambre d'amis, alors, comme quand elle était petite, elle se lève, remonte le couloir, sur la pointe des pieds, tout en douceur, pousse la porte de la chambre de sa grand-mère. Celle-ci se retourne. « Tu dors pas ?» Elles le disent exactement pareil, exactement en même temps. « Viens », dit la mamie en repoussant la couette. Comme si elle avait 5 ans, comme du temps où elle suçait son pouce, se trimballait avec son doudou. En 2 pas et un saut de cabri, Mona se précipite dans le lit, se blottit. Après tout, c'est fait pour ça les grands-mères, les aïeuls, pour protéger plus que tout, pour faire barrage de leur corps, repousser les monstres, les harpies, la peur du noir. T'as les pieds froids. En effet, Mona est toute gelée, impossible de se réchauffer, se rassurer. La mamie l'entoure de ses vieux bras, la frictionne de ses mains noueuses, la berce de paroles affectueuses. Mona s'endort. Pas sa grand-mère. Ça fait 1 semaine qu'elle dort peu, pire que mal, depuis qu'elle sait. Jour et nuit, sa travail fait écho dans ses entrailles, ça la ramène. Au jour où elle a failli perdre la vie, elle est de celles qui ont fait une hémorragie, ont fini aux urgences. Ça la ramène au jour où elle a changé de vie. Ses parents l'ont flanquée dehors quand ils ont compris. Ça la ramène à ce qu'elle n'a pas dit à Mona, à savoir que son petit à elle, elle aurait voulu le garder, mais à l'époque, fille-mère, c'était une infamie. Or, elle, une jeune fille sage, avait eu un amant de passage, elle avait avorté pour entrer dans le rang, ne pas déshonorer ses parents, ne pas faire de vagues. Résultat, elle avait tout perdu, l'amant volage envolé, l'enfant, ses parents malgré tout.